Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je suis Shada Benallal, conseillère en communication au service des communications stratégiques et du développement durable à la PCHQ. Aujourd'hui, nous réunissons des experts pour présenter la feuille de route de l'économie circulaire, la FREC, et le plan de mise en œuvre 2025-2028, et aussi pour montrer comment ces actions favorisent l'innovation et l'adoption de pratiques durables dans le secteur de la construction. Pour cela, nous accueillons d'abord Lisanne Brunet, chef de section en ingénierie pédagogique à la Commission de la construction du Québec. L'équipe de Madame Brunet participe à des projets structurants comme l'alternance travail-études et au déploiement des mesures de la FREC. Nous avons également le plaisir de recevoir Sabrina Cholette, conseillère en économie circulaire au Bureau de coordination du développement durable du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Madame Cholette est responsable de la mise en œuvre de la FREC et soutient l'intégration de pratiques durables dans l'industrie. Enfin, nous sommes honorés d'accueillir Luc Morneau, conseiller en environnement chez Recyc Québec. Avec plus de 20 ans d'expérience en gestion des matières résiduelles, Monsieur Morneau a œuvré ces dernières années dans le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. Avant de commencer, je vous informe que vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Je vous invite donc à poser vos questions directement dans le clavardage tout au long de la session. N'hésitez pas à mettre un pouce sur les questions qui vous interpellent pour éviter les répétitions. Nous allons répondre à vos questions à la fin de la présentation, soit à partir de 12h45. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Madame Cholette, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Shada. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais être là aujourd'hui pour lancer le coup d'envoi sur la feuille de route, vous dire un peu comment ça peut affecter les membres de la PCHQ. Donc, le plan de présentation, on va commencer par le contexte. On va faire un petit retour là, sur les acronymes parce que des fois, on s'y perd un peu, donc c'est important de bien se comprendre. Je vais vous faire un coup d'œil sur la FREC, la feuille de route gouvernementale en économie circulaire. Je vais vous présenter les mesures et les objectifs du secteur construction de la FREC. Je vais vous faire quelques faits saillants du secteur construction dans le PMO 2025-2028. Après ça, on va rentrer encore plus dans l'entonnoir. Je vais vous présenter quelques-unes des actions du ministère de l'Environnement. Ensuite, Luc va pouvoir vous présenter les actions de Recyc Québec et les actions de la CCQ. Puis, on va conclure avec la période de questions. Donc, si ça vous va, on continue. Luc, je te donnerai la parole. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. On va essayer de faire un portrait là, général de la situation de la gestion de matières résiduelles au Québec pour s'assurer que tout le monde possède la même information. Selon les plus récentes données qui datent de notre bilan 2023 sur la gestion de matières résiduelles, au Québec, il y a encore près de 6 millions de tonnes de matières de toutes catégories qui sont éliminées. C'est une diminution de 1% par rapport à nos dernières données qui dataient de 2021. Si on traduit ça en kilogrammes par habitant, ça représente 685 kilos par habitant, donc une réduction de 5% par rapport à 2021. Mais on est encore assez loin de l'objectif qu'on s'était fixé pour 2023, qui était de 525 kilos par habitant. Pour la première fois, depuis qu'on recueille là, des données à travers nos bilans, ce sont les résidus de construction, rénovation, démolition, qui est la catégorie de matière qui est la plus éliminée devant les matières organiques, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis, là, entre autres, au niveau de la collecte municipale, la mise en place de bacs bruns, tout ça. Donc, on voit que ça a eu un effet pour réduire les quantités éliminées. Puis, en troisième position, on voit le papier carton, donc tout ce qui est fibre. Plus spécifiquement pour les résidus de construction, rénovation, démolition, il y a environ
1,3 million de tonnes qui sont générées. Environ la moitié, soit 1,6 million de tonnes, qui passent par des centres de tri de résidus CRD pour être recyclés, valorisés. Et l'autre moitié, soit là aussi 1,6 million de tonnes, s'en va directement à l'élimination. Et ces matières-là proviennent principalement des chantiers de construction, des ordures des industries, commerces et institutions et aussi des ordures municipales résidentielles. Oui, prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, Oui, il y a un petit souci avec la OK, connexion. Je vais essayer de relancer le tout. pas de problème. Ouais, on dirait que c'est beau, c'est revenu. Désolée pour. Je réessaye une troisième fois. Je suis désolée, Charlotte, ça dit que c'est impossible d'afficher du contenu. Je peux essayer de partager de mon côté, si vous voulez. Ouais, je pense que ça va être ça le meilleur. Mais je peux quand même poursuivre. Donc, on a pensé que c'était une bonne idée là, de vous mettre une liste d'acronymes qui sont les plus souvent utilisés au niveau de la gestion de matières résiduelles, puis qui seront utilisés durant cette présentation-là. Donc, le monde de la GMR a, je dirais, son propre jargon. Donc, lorsque ça va apparaître à l'écran, là, les différents acronymes, ben on vous invite à utiliser cette liste-là comme un aide-mémoire au courant de la présentation. Puis s'il y a des termes qui vous échappent, ben, n'hésitez pas à nous le mentionner, puis on pourra finalement répondre à votre question. Donc, on va enchaîner, Chanda, avec la prochaine diapo. Bon, donc la feuille de route. Là, c'est dommage parce que je vois pas le visage aujourd'hui. Mais j'aurais été curieuse à m'élever de savoir là, qui avait déjà entendu parler de la fameuse FREC, la fameuse feuille de route gouvernementale en économie circulaire. C'est la première, en fait, au Québec, et je vous dirais que c'est on peut se péter les bretelles un peu. C'est la première en Amérique du Nord. Donc, on est vraiment des leaders là, au Québec en matière d'économie circulaire par l'adoption de cette feuille de route gouvernementale. Donc, c'est une feuille de route qui vise les ministères et les organismes. Si tu veux avancer dans la présentation, oui, merci beaucoup, Chana, encore une fois. Merci. Donc, on voit en bas à droite l'ensemble des ministères et des organismes partenaires de la FREC. Je suis désolée, c'est des acronymes. On fonctionne souvent avec des acronymes au gouvernement. Donc, vous avez l'ensemble des ministères et des organismes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, la CCQ et Recyc Québec, évidemment. Mais vous allez voir, il y a également Hydro-Québec, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Emploi et la Solidarité sociale, le ministère des Ressources naturelles. Bref, j'en passe. Il y a 24 ministères et organismes, et même plus maintenant, là, qui se joignent là, à cette démarche entourant la FREC. La FREC, elle tient son origine dans un document encore plus stratégique qui est la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028. Donc, c'est vraiment un outil pour le gouvernement du Québec pour se dire comment est-ce qu'au courant de la période visée, on va intégrer le développement durable. Et parmi les grands objectifs de cette stratégie-là, on retrouve un objectif qui vise à accélérer la transition vers un modèle d'économie circulaire. Et pour ce faire, on a pris la décision, tout le monde ensemble, de rédiger une feuille de route parce que des initiatives en économie circulaire, il y en avait chez Recyc Québec, il y en avait au ministère de l'Environnement, il y en avait au MAPAC, il y en avait au sein de plusieurs ministères et organismes, mais ces initiatives-là n'étaient pas nécessairement connectées l'une à l'autre. Donc, les gens avançaient de façon individuelle.
Et ce qu'on a voulu faire avec la FREC, c'est de lier l'ensemble de ces initiatives-là pour intégrer, voilà les objectifs, intégrer une approche circulaire par des mesures transversales au sein de secteurs économiques qui ont été priorisés. Donc, on s'est dit, on ne peut pas faire de l'économie circulaire dans tous les secteurs de façon prioritaire. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Donc, on a décidé de travailler avec 5 secteurs économiques en premier que je vais vous présenter par la suite et de mobiliser les leviers gouvernementaux pour assurer là, un arrimage fort et explicite entre les politiques publiques, entre les programmes financiers, entre les lois et les règlements, entre les acquisitions gouvernementales. Donc, on veut utiliser l'ensemble de nos leviers gouvernementaux pour intégrer l'économie circulaire. Et ça nous amène au troisième objectif qui est d'offrir à la population et aux parties prenantes qui sont concernées, ainsi que les décideurs, une vision d'ensemble sur nos priorités nationales en matière d'économie circulaire. Donc, on est content de vous présenter cette FREC-là aujourd'hui parce que c'est sûr que ça va percoler vers vous. Prochaine diapo. Comment est-ce que ça peut percoler vers vous? C'est à travers justement les leviers gouvernementaux. Donc, ça, ces leviers gouvernementaux-là, on les a identifiés suite à des consultations publiques, que ce soit avec des établissements de recherche, la population, des entreprises, des regroupements d'entreprises et même les ministères et les organismes eux-mêmes. Donc, on a identifié l'ensemble de ces leviers gouvernementaux-là comme étant des outils qu'on pouvait utiliser dans la feuille de route pour faciliter l'accélération de l'économie circulaire. Donc, quels sont-ils? Bien, les projets de recherche. C'est sûr, on a besoin de projets de recherche. Notre système a été monté sur une économie linéaire, donc on manque de données. On ne connaît pas certaines choses, donc il faut aller forer la donnée pour être capable d'avoir des plus grandes connaissances en économie circulaire et donc de mieux adapter nos efforts. Donc, les projets de recherche, c'est définitivement un des leviers qu'on active. Les activités d'information, de sensibilisation et de formation sur l'économie circulaire. Donc, aujourd'hui, on pourrait voir ça un peu comme ça, qui sont circulées, qui sont menées auprès des parties prenantes. Donc, c'est sûr qu'un des plus grands manques, un des plus grands freins là, à l'économie circulaire, c'est le fait que les gens n'ont pas nécessairement encore entendu parler d'économie circulaire ou s'ils en ont entendu parler, ils ne savent pas trop comment la mettre en œuvre. Donc, il faut en parler, il faut faire des séances comme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à la PCHQ d'organiser ce webinaire-là pour être capable de rejoindre l'ensemble des parties prenantes et leur parler d'économie circulaire. Un autre levier gouvernemental qu'on utilise, évidemment, c'est les politiques publiques. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui guide l'action gouvernementale. Donc, on veut intégrer davantage l'économie circulaire dans les politiques publiques. Les lois et les règlements. Bon, le cadre normatif, c'est sûr. Il faut revoir le cadre normatif pour faciliter la transition vers l'économie circulaire. C'est un travail de longue haleine, on va se le dire. Là. Le cadre normatif a été établi sur une économie, encore une fois, linéaire. Donc, de revoir c'est quoi les freins, les verrous et de pouvoir retirer ces freins-là, c'est quand même pas mal de travail. Il y a le financement de projets. Donc, c'est sûr que ça, c'est un beau levier. Tout ce qui est les programmes financiers, les appels à projets qui intègrent l'économie circulaire. Les espaces de collaboration. Donc, on peut penser au Lab Construction qui a été animé par le CERIEC. Donc, ça, c'est un espace où le gouvernement va participer avec les acteurs de la chaîne de valeur du secteur construction pour faciliter l'intégration de l'économie circulaire. Et bien, on va se le dire, les achats publics, c'est sûr que les marchés publics, c'est un gros levier pour envoyer un signal au marché comme quoi l'économie circulaire est priorisée. Puis enfin, bien, les deux derniers leviers sont plus de nature internationale, donc je n'entrerai pas dans le détail à ce niveau-là. Donc, les 5 secteurs économiques qui sont priorisés dans la feuille de route, c'est le secteur bioalimentaire, le secteur de la construction, manufacturier, mines et énergie. Pour le manufacturier, on a dû prioriser au sein de ce secteur-là, ce grand secteur-là, 2 sous-secteurs. Donc, le secteur des produits textiles et le sous-secteur des électroniques et électroménagers. Et comment on mesure la feuille de route, son avancement? Bien, on mesure ça à travers des indicateurs d'impact que sont l'indice de circularité du Québec, l'indice de productivité des matières et on a un indicateur là, qui est plus sectoriel, propre au secteur bioalimentaire, la proportion des aliments comestibles qui entrent dans le système bioalimentaire, mais qui sont perdus et gaspillés. Donc, vous noterez que pour l'instant, on n'a pas d'indicateur d'impact lié au secteur de la construction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec le secteur de la construction? Eh bien, on a 4 objectifs. L'objectif 6, c'est d'éco-concevoir les matériaux et les infrastructures. Je ne vais pas passer à travers chacune des mesures, mais de façon générale, là, vous pouvez voir l'éco-conception des infrastructures et des matériaux, pour nous, c'est une priorité. L'objectif 7,
augmenter l'intégration des principes de l'économie circulaire dans la planification des chantiers. Donc, c'est sûr que si on est dans un chantier de construction puis on n'a pas réfléchi à l'avance à comment est-ce qu'on pouvait intégrer l'économie circulaire, bien, il est déjà trop tard pour le faire. Donc, notre objectif ici, c'est vraiment d'outiller par de la formation, par des outils, les donneurs d'ordre pour qu'ils puissent intégrer le plus en amont possible dans la planification de leur projet l'économie circulaire. L'objectif 8, on veut prolonger la durée de vie des matériaux et des infrastructures. Donc, est-ce qu'on a besoin de démolir? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer ça à l'enfouissement? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt prolonger la durée de vie des biens? Donc, voilà l'objectif 8. Et enfin, l'objectif 9, on veut favoriser les pratiques de récupération et de mise en valeur des résidus CRD, donc de construction, les résidus de construction, rénovation et démolition. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller les récupérer, donc les capter, puis est-ce qu'on est capable de les mettre en valeur? Et vous voyez dans les petits hexagones, encore une fois, les acronymes des ministères et des organismes qui se sont engagés volontairement dans chacune de ces mesures-là de la feuille de route, qui, je ne l'ai pas mentionné, mais contient 50 mesures en tout, là, donc ce n'est pas une petite feuille de route. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quelques faits saillants là, sur le secteur qui vous intéresse aujourd'hui, le secteur de la construction. Donc, effectivement, là, la feuille de route, c'est comme une grande stratégie publique. Puis, après ça, il faut l'opérationnaliser. L'opérationnaliser, quand il y a 24 ministères et organismes partenaires, ce n'est pas nécessairement simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde c'est quoi le coffre à outils de chacun des ministères et des organismes et on planifie les actions de chacun des ministères et organismes dans chaque secteur à travers un PMO. Donc, un PMO, un plan de mise en œuvre. Donc là, je vous fais les faits saillants du plan de mise en œuvre 2025-2028 qui explique là, vraiment là, comment est-ce qu'on répond aux objectifs de la feuille de route que je viens de vous présenter. Donc, dans ce PMO 25-28, on retrouve 37 actions qui sont portées par 12 ministères et organismes. Puis vous voyez dans la petite tarte le nombre d'actions par ministère et organisme. Donc, on voit dans le secteur de la construction, il y a quand même une assez belle répartition. On voit que les fonds de recherche du Québec, le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, la CCQ, Recé Québec, la SQI, donc la Société québécoise des infrastructures, le ministère de l'Économie, bref, on est quand même une belle poignée là, de ministères et organismes à mettre des actions en œuvre là, pour la circularité du secteur de la construction. En tout, c'est un potentiel là, de 95 millions et plus qui a été identifié pour ces 37 actions-là. Donc, il y en a quand même là, pas mal des investissements là, qui sont mis en économie circulaire pour le secteur de la construction. Et en bas, vous voyez dans le diagramme à bande les leviers gouvernementaux qu'on a activés pour mettre en œuvre ces actions-là. Donc, on voit que les deux leviers gouvernementaux les plus activés, c'est nos projets de recherche et d'innovation pour bonifier l'acquisition de connaissances en économie circulaire et le financement de projets favorisant l'économie circulaire. Donc, c'est très intéressant pour vous parce que ça veut dire qu'il y a des sous qui sont disponibles pour accélérer vos projets en économie circulaire ou sinon aller chercher les connaissances pour accélérer vos projets en économie circulaire. Je vais peut-être voler le partage d'écran. On va passer à la prochaine diapositive, Shada, puis après ça, je vais voler le partage d'écran parce que je vais vous montrer quelque chose de différent. On va continuer avec les faits saillants. Donc, on a ici, c'est intéressant de voir que dans le nuage de mots, on a 11 clientèles qui sont visées par les actions du PMO pour le secteur de la construction toujours. Et parmi les clientèles qui sont les plus visées, bien, on voit les ministères et les organismes. Donc, ça, c'est quand même un bon signal, c'est que on se regarde un nombril, on veut briller par l'exemplarité. Les ministères et les organismes sont des énormes donneurs d'ordre. Donc, c'est important qu'on puisse intégrer des bonnes pratiques d'économie circulaire au sein de l'État. Et la deuxième partie prenante la plus visée, ben, c'est vous, c'est les entreprises et les regroupements. Donc, vous êtes vraiment visés par le plan de mise en œuvre de la FREC, même si c'est une feuille de route gouvernementale, les entreprises vont être visées par les actions des ministères et des organismes. On fait un pont avec les objectifs de développement durable des Nations unies parce qu'on aime ça faire des liens avec le développement durable. Pour nous, c'est super important. Je viens du Bureau de coordination du développement durable, donc c'est normal de le faire. Puis enfin, on vous offre un petit portrait ici là, sur les stratégies d'économie circulaire qui sont mobilisées. Donc, on voit qu'il y a 19 actions qui visent l'économie circulaire de façon générale. Sinon, nos actions se situent plus au niveau de l'éco-conception, du réemploi, du reconditionnement, du don et de la revente, etc. Donc là, c'est vrai. Là, je vous vole le partage d'écran, Shada.
Je vous montre ici un exemplaire là, du plan de mise en œuvre. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Donc, le PMO, il est en ligne sur le site du ministère de l'Environnement. Et je voulais juste vous montrer comment on peut l'utiliser, ce plan de mise en œuvre-là, quand on est une entreprise ou quand on accompagne des entreprises en économie circulaire, parce qu'on le fait vraiment pour vous, ce plan de mise en œuvre-là. C'est vraiment un outil où on veut être transparent. C'est comme un tableau de bord de tout ce qui est fait comme en économie circulaire. Et l'objectif, c'est que vous puissiez le plus possible bénéficier des leviers qui sont à votre disposition. Donc, c'est pour ça que je prends quelques minutes pour vous montrer comment lire le PMO. Donc là, j'ai pris une page aléatoire où on voit les numéros des actions, les clientèles visées, ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est de regarder la colonne clientèle visée. Donc, vous voyez ici, là, on voit les établissements de recherche, les entreprises, leurs regroupements, les réseaux. Donc, évidemment, on vous incite à aller voir les actions où votre regroupement de clientèle est visé pour savoir quelles actions sont pertinentes pour vous. Puis enfin, on sait que la deuxième chose qui vous intéresse généralement, c'est le financement. Donc, il y a deux icônes sur lesquelles j'attire votre attention parce que dans la dernière colonne, vous voyez la colonne levier, c'est là où on voit les fameux leviers qu'on a mobilisés là, pour les actions. Donc, les deux icônes qui vont vous intéresser le plus, c'est le diagramme à bande comme ça qui veut dire projet de recherche. Donc, les projets d'acquisition de connaissances sont visés là, par cette icône-là. Donc, si vous avez besoin de faire de la recherche pour avancer dans vos projets, bien, je vous invite à vraiment identifier les actions qui ont cette petite icône-là pour voir comment vous pourriez bénéficier là, des programmes qui sont disponibles. Et l'autre icône qui peut être intéressant pour vous, c'est celui-ci, la petite feuille avec le signe de dollar. Ça, c'est les programmes financiers. Donc, c'est soit des appels à projets ou des programmes financiers qui sont disponibles pour vous appuyer dans vos projets en économie circulaire. Donc, c'est pas toujours évident de connaître tous ces programmes-là et je sais que le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, vraiment utiliser le plan de mise en œuvre pour regarder les programmes qui sont disponibles. Des fois, ça ne va pas être expressément écrit économie circulaire, mais la vérification a été faite avec le ministère et l'organisme. Il y a un croisement avec les mesures de l'Afrique, ici qu'on voit dans la colonne ici. Là. Donc, on est assuré là, que les projets qui contribueraient à la mesure, par exemple 6.2, sont bel et bien là, du financement qui peuvent contribuer à l'économie circulaire. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Je vais réessayer avec Teams, voir si il veut bien me laisser partager maintenant. Oui, super. Donc, je vais avancer rapidement là où on était rendu. Donc, je vous ai présenté les faits saillants, je vous ai présenté le PMO. Donc là, je vais vous présenter des actions. Donc, je ne présente pas toutes les actions du ministère parce qu'il y en a quand même pas mal, puis je voulais quand même rester centrée sur ce qui pourrait vous intéresser, vous. Donc, première action, c'est la révision des outils d'encadrement de la valorisation des matières granulaires résiduelles par des ajustements aux critères de qualité afin de proposer de nouveaux usages exemptés d'une autorisation ministérielle pour ces matières. Donc, on est bien conscient là, que les projets en économie circulaire se heurtent des fois à certaines réglementations. Et donc, l'objectif à travers la révision de ces outils-là, c'est vraiment de faciliter des projets en économie circulaire au niveau des matières granulaires résiduelles. Donc, on veut permettre plus d'usage pour ces matières-là. On vise les entrepreneurs, évidemment le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Hydro-Québec, tous les producteurs de matières granulaires résiduelles, les municipalités. Puis l'entrée en vigueur est prévue là, pour l'automne 2026. Donc, vous pouvez prévoir ça. Là, probablement, il va y avoir des consultations là, qui vont précéder ça, mais l'entrée en vigueur là, est prévue pour l'automne 2026. La prochaine action, c'est aussi de nature réglementaire, donc un allègement sur les exigences et les autorisations nécessaires à la valorisation des matériaux de construction, rénovation, démolition non assimilés à des matières dangereuses. Donc, tout ce qui n'est pas matière dangereuse, on regarde ça sérieusement. Donc, on veut faire des allègements là, sur le règlement que vous connaissez probablement, le RACI, Règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, et aussi des allègements sur le règlement concernant la valorisation des matières résiduelles. Donc là, cette action-là, elle vise les producteurs de matières granulaires résiduelles, comme on vient de le voir. Là, encore une fois, le ministère des Transports, les municipalités,
mais aussi le secteur de la vente de matières résiduelles. Et ici encore, l'entrée en vigueur est prévue pour l'automne 2026. Une autre action du ministère de l'Environnement qui peut être intéressante pour vous, c'est un projet pilote de démantèlement et de récupération des matériaux de construction lors de la déconstruction et la rénovation de bâtiments de l'État. Donc ici, notre objectif, c'est d'identifier des conditions nécessaires à l'amélioration des pratiques, puis à faire ressortir les avantages de faire ça, de démanteler, de récupérer les matériaux de construction dans le but d'implanter des changements durables. Donc, c'est une action qui vise les donneurs d'ordre publics, mais de par justement les appels d'offres, ça va viser les sous-traitants. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle. Puis, ça vous donne quand même un signal comme quoi c'est une volonté là, du gouvernement du Québec d'aller de plus en plus dans cette logique-là. C'est une réalisation qui va se faire là, sur les années 2025-2028. Donc, on est en train d'entamer le projet en ce moment. Donc, voilà pour le ministère. 3 petites actions qui, j'espère, vous plaisent bien. Maintenant, je donnerai la parole à Luc de Recyc Québec. Oui, donc de son côté, Recyc Québec propose 4 actions dans la FREC, donc qui sont en lien avec le secteur de la construction. Donc, la première, c'est la mise en œuvre d'un fonds d'économie circulaire qui se fait. Tu vas à la maison? Oui. Oui. Ok. Quelqu'un qui a. OK. Donc, fonds d'économie circulaire qui se fait en partenariat avec Fonds d'action et la Ville de Montréal. Ce fonds-là vise à accélérer la transition écologique en finançant et en accompagnant des jeunes entreprises qui sont dans le secteur de l'économie circulaire au Québec. Donc, on veut encourager l'innovation, l'optimisation puis l'échange de solutions de circularité entre les entreprises existantes et les jeunes pousses, donc les startups. Il y a 2 secteurs qui vous touchent de plus près, qui sont visés. Donc, premier, l'agroalimentaire. Ensuite, le recyclage et la valorisation des ressources. Et pour terminer, l'éco-construction. Finalement, le fonds, ça crée un outil financier qui offre du capital de risque aux entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'économie circulaire. Puis finalement, ça vient bonifier l'offre actuelle dans l'écosystème. Il y a un budget de 33 millions de dollars qui est disponible pour ces projets-là. Jusqu'à date, il y a 7 projets qui ont été financés pour environ 6 millions de dollars. Puis il y a 2 projets qui touchent plus particulièrement la construction, soit le projet de Brick Recyc, qui est un équipement, une machine qui permet de retirer le mortier des briques et de réemployer les briques directement sur le chantier ou sur un autre chantier. Et puis, l'autre projet, c'est Mecasys. Donc, c'est une entreprise qui offre une technologie de réalité projetée. Donc, un projecteur d'une grande précision qui projette des plans au sol ou sur les murs ou sur différentes surfaces là, pour finalement augmenter l'efficacité. Notre deuxième projet qu'on propose dans la feuille de route gouvernementale, c'est de soutenir des projets qui visent l'optimisation de la gestion des matières résiduelles, mais en milieu nordique. Cette optimisation-là peut se faire de différentes façons, donc par la réduction à la source des matières résiduelles, aussi par la mise en place d'infrastructures d'entreposage ou par le démantèlement de matières qui sont entreposées. On peut penser, entre autres, à des amoncellements d'encombrants qu'on retrouve souvent là, en milieu nordique. Et finalement aussi par la recherche de débouchés pour les différents types de résidus de construction. Cette action-là est tirée directement du plan d'action nordique 2023-2028. Et puis, elle s'est faite en collaboration avec la Société du Plan Nord. Puis, elle bénéficie d'un budget de 20 millions de dollars. Notre troisième action,
c'est notre partenariat avec Synergie Québec, qui est dédié au développement des symbioses industrielles et territoriales à travers la province. Donc, on veut renforcer la capacité d'action de la communauté des symbioses à travers la province et moderniser leur plateforme de gestion des données. Notre partenaire, c'est le Centre de transfert en technologie en écologie industrielle, pardon, donc le CTTEI. Et puis, Synergie Québec compte 25 symbioses qui en font partie. Ensuite de ça, avec 60 animateurs et animatrices qui sont sur le terrain pour répondre à des besoins des entreprises de différents secteurs, donc celui de la construction, et pour tenter là, d'aider les entreprises à trouver des débouchés pour des matières qui seraient peut-être plus problématiques. Ces symbioses-là sont présentes dans 16 régions, puis il y aurait 3300 entreprises et organisations qui auraient bénéficié de leurs services jusqu'à maintenant. Finalement, notre dernier projet qu'on propose, qui est peut-être plus directement, là, qui vous touche plus directement, c'est un outil qui permet d'intégrer des clauses standards dans les devis d'appel d'offres pour mieux gérer les résidus de construction, rénovation, démolition sur les chantiers. C'est un outil développé à l'origine par l'ECPAR et nous, on l'a repris et on a voulu essayer de voir si c'était possible de le bonifier et on voulait s'assurer qu'il réponde vraiment aux besoins du milieu. Donc, dans des groupes de travail dans lesquels l'APCHQ faisait partie, on a révisé cet outil-là et il est maintenant disponible sur notre site web. Je mettrai le lien là, dans le chat plus tard. Et donc, il est vraiment spécifique aux donneurs d'ouvrages et aux entrepreneurs. Il comprend différents onglets et plusieurs éléments là, qui sont couverts, entre autres l'importance du plan de gestion de matières résiduelles pour les résidus de CRD. Donc, qu'est-ce que ce plan-là devrait contenir? Ensuite de ça, il est question de l'importance de dédier une personne responsable spécifique pour la gestion des matières résiduelles sur un chantier. Il y a aussi question de la formation et du personnel pour assurer finalement le succès de notre projet. On propose aussi des registres et des bilans, donc des modèles de registres de bilan que vous pouvez utiliser directement. Et puis, il y a des clauses qui traitent là, des pénalités et de bonifications qui pourraient être mises de l'avant aussi. Finalement, c'est un aide-mémoire pour vous accompagner justement dans la rédaction d'appels d'offres et qui contient plusieurs gabarits prêts à l'emploi. Voilà. Ensuite de ça, parallèlement à la feuille de route gouvernementale, Recyc Québec travaille avec le secteur de la construction depuis de nombreuses années. Et on a, à la demande du ministre, on a mis en place un comité d'experts justement pour se pencher sur les défis, les solutions que rencontre le secteur. Et à l'été 2024, on est arrivé avec 9 actions prioritaires. Ces actions-là traitent là, attaques sont dirigées vers différentes problématiques. Mais entre autres, ce qu'on veut faire concrètement, c'est de développer des outils pour différents groupes cibles, dont les entrepreneurs, les donneurs d'ordre, les municipalités,
Ensuite de ça, donc des trousses à outils justement pour les accompagner vers de meilleures pratiques en économie circulaire. Il y a aussi une action qui vise la formation des concepteurs, des entrepreneurs, pour justement qu'ils, dans leur pratique, puissent inclure des nouvelles façons de gérer pour inclure les pratiques d'économie circulaire. Et puis, on accompagne aussi depuis quelques mois là, plusieurs municipalités qui ont des projets de déconstruction de bâtiments municipaux à travers la province pour finalement recueillir de la donnée, des infos sur la planification, la faisabilité, les performances, les coûts, etc., pour ensuite de ça pouvoir diffuser ça à l'ensemble du secteur. Et puis finalement, je terminerai en vous mentionnant que dans les prochaines semaines, nous allons lancer des programmes d'aide, de nouveaux programmes d'aide financière. Il y en a un qui vous vise plus particulièrement, donc qui va viser le développement d'infrastructures et d'équipements et de services qui touchent au réemploi. Puis il y aura aussi un aspect pour l'amélioration des infrastructures de recyclage et de valorisation des résidus de construction, rénovation, démolition. Alors voilà. Donc, je vais prendre le bâton de la parole. Bonjour tout le monde, bien heureuse d'être avec vous ce midi. Je suis là pour vous présenter en fait deux actions là, qui seront déployées par la Commission de la construction du Québec dans le cadre des différentes actions de la feuille de route. Donc, la première, l'accompagnement des parties prenantes par une offre de formation portant sur l'intégration du développement durable, dont la circularité, dans les pratiques de l'industrie. Pour faire une histoire courte, en fait, une des instances décisionnelles de la CCQ, c'est le Comité sur la formation dans l'industrie de la construction, le CFPIC, est constitué. Ce comité-là est constitué des associations représentatives de l'industrie. Donc, autant du côté patronal que syndical, dont l'APCHQ fait partie, bien sûr, là, du côté des associations patronales. Et cette instance-là a mandaté 25 sous-comités professionnels pour représenter tous les métiers de la construction et les occupations. Ces sous-comités-là sont aussi paritaires. Donc, les gens qui sont dans ces comités proviennent aussi des associations représentatives de l'industrie. Les sous-comités, leur mandat premier, c'est d'estimer les besoins de perfectionnement dans l'industrie pour les travailleurs et les travailleuses et aussi de soumettre les nouveaux besoins de perfectionnement. Donc, selon le contexte, selon la région, selon les besoins d'un métier, des nouveaux besoins sont soumis à mon équipe qui est en charge de développer les devis de perfectionnement là, en vue de les déployer dans le réseau de centres de formation professionnelle. Donc, l'idée d'accompagner les parties prenantes avec une formation, c'est vraiment de s'assurer d'une certaine compréhension commune des enjeux entourant le développement durable et l'économie circulaire pour les outiller à faire et à intégrer des notions de développement durable dans les nouveaux besoins et même à soulever là, des compétences en lien avec des compétences vertes qu'on appelle, qui pourraient être ensuite offertes là, dans l'offre de formation. Donc, déjà, depuis janvier 2025, nos instances sont formées. On a collaboré avec le CIRIEC, qui est un acronyme pour le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui est notre collaborateur, notre partenaire dans l'élaboration de cette formation de base-là. La formation, donc, a déjà été donnée à plusieurs représentants, partenaires de l'industrie. À terme, c'est en janvier 2025, en janvier 2026 qu'on souhaite avoir couvert l'entièreté de nos partenaires. On est peut-être à mi-chemin, là, on a environ une centaine là, de représentants qui ont déjà participé à cette activité de formation-là, qui est en ligne. Et d'autres séances sont prévues là, en octobre, novembre, décembre là, pour arriver là, à couvrir l'entièreté de nos partenaires et en vue de la tournée des sous-comités professionnels qui commence en février prochain, qu'on puisse avoir une compréhension commune quand on parle de développement durable, d'économie circulaire dans nos instances. On parle un peu de la même chose. Donc,
On parle d'un déploiement en 2025-2028 parce qu'ensuite, bien entendu, l'idée, c'est aussi d'avoir une formation de base qui va être semblable à celle qu'on offre là, déjà pour nos partenaires, mais qui sera offerte là, pour les travailleurs-travailleuses. Donc, encore une fois, là, dans l'optique de créer cette connaissance, une compétence de base là, sur le développement durable. Cette formation-là est en développement. Elle est inspirée de ce qui est présenté aux partenaires, mais on souhaite vraiment qu'elle soit très concrète avec des exemples concrets sur les chantiers, dans l'industrie. Donc, ça viendra là, au courant des prochains mois. Elle sera annoncée. Donc, voici pour la première mesure. Et pour l'autre action, l'identification et création d'un répertoire de formation intégrant des critères de développement durable dont l'économie circulaire. En fait, vous connaissez sans doute l'offre de formation en collaboration avec nos partenaires de l'industrie qui est Fier et compétent. Je pourrais mettre bien sûr le lien dans le clavardage ensuite. C'est une offre qui, à chaque année, plus de 500 activités de perfectionnement là, sont offertes aux travailleurs, aux travailleuses de l'industrie. On a depuis quelques années déjà commencé à identifier dans cette offre-là quelles sont les activités qui rejoignent ou qui couvrent certaines notions de développement durable. Mais dans l'esprit de la FREC, puis dans les différentes actions là, collaboratives qu'on voit avec les autres organismes, on a voulu aller un petit peu plus loin dans cette mesure-là et vraiment se doter de critères précis, d'une grille qui va nous permettre de s'assurer finalement que nos activités de perfectionnement intègrent pas seulement dans leurs compétences, mais aussi dans les éléments de contenu, dans les matériaux utilisés, des notions puis des critères d'économie circulaire. Donc, c'est un travail en ce moment qu'on fait encore une fois avec le CIRIEC pour développer cette grille-là qui va nous permettre, lors du développement d'activités de perfectionnement, de s'assurer qu'on est bien aligné avec les notions d'économie circulaire. Donc, on va faire le travail. La grille va servir pour nos besoins déjà existants. On va les passer dans cette grille-là là, pour être sûr qu'on peut en identifier peut-être davantage des activités existantes qui rejoignent des notions de développement durable, mais bien sûr, pour l'avenir, pour nos nouveaux besoins de formation qui seront déposés par nos instances, ça nous permettra d'intégrer peut-être plus efficacement là, certaines notions. Je voulais aussi prendre quelques minutes là, pour vous parler du service de formation aux entreprises. Fier et compétent existe. Il est là pour les travailleurs, les travailleuses, mais pour les employeurs, on a bien sûr le service de formation aux entreprises. Si vous avez un besoin précis pour vos équipes, vous pouvez faire appel à notre équipe à l'ingénierie pédagogique qui pourra développer un devis vraiment personnalisé pour votre besoin. Ou même prendre un devis existant, mais qui serait à ce moment-là offert là, à votre entreprise. Donc, je vais vous mettre aussi en lien dans le clavardage les informations pour nous rejoindre si toutefois c'est un besoin que vous avez. Bien sûr, si vous pensez à un besoin en lien avec le développement durable et que vous ne retrouvez pas ce besoin-là dans l'offre actuelle, ça fait partie d'un service là, qui serait possible là, de notre côté là, de vous offrir. Donc, ça ferait le tour pour les actions de la CCQ pour l'instant. Merci beaucoup. Merci Lisa, merci Sabrina, merci Luc. Nous allons passer à la période de questions. Donc, j'ai quelques questions à lire. Première question. Comme fabricant québécois de multiples solutions sécurité collective depuis plus de 15 ans, on serait très intéressé de connaître comment on pourrait présenter un projet d'innovation et regarder les critères d'adhésion pour se qualifier au programme Action Recycle Québec. Quelle serait la démarche? Pour Luc. C'est en lien avec le Fonds d'action en économie circulaire, j'imagine? Oui, absolument. Oui. Je vous dirais que moi, c'est pas moi qui s'occupe de ce programme-là, mais je pourrais vous revenir là. Je vais aller chercher l'information et je pourrais vous revenir à ce sujet-là. C'était une question de M. Michel, donc je vais noter votre contact, puis je vous reviens une fois qu'on a la réponse. La question suivante. Je me permets d'intervenir. Je pense que la question était plus par rapport au programme de Recycle Québec à venir et non le fonds d'action. Ah, OK. Donc, dans ce cas-là,
Ben, le cadre normatif va être diffusé, là, comme je vous disais, dans les prochaines semaines. Et il faut, toute la procédure va être précisée, mais entre autres, il faudra compléter un formulaire d'inscription, présenter votre projet, les objectifs, tout ça, pour s'assurer, ben, nous, après ça, on va analyser les différentes demandes et voir si ça répond là, aux critères du programme pour évaluer si le programme, si votre projet se verra octroyer là, une aide financière. Donc, je vous dirais, restez à l'affût. Et pour rester à l'affût, Luc, est-ce que les gens pourraient peut-être s'inscrire à votre infolettre? Oui, on vous invite à vous inscrire à l'infolette de Recyc Québec. L'information est sur... donc, Sabrina va vous la partager là, dans la discussion. Parfait. Merci, Luc. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur le type de formation qui est ou qui sera offert aux entrepreneurs? Là, je m'adresse à Lisanne et Félix. En fait, notre offre de formation fiers et compétents est bien sûr offerte aussi aux entrepreneurs, mais nous ciblons là, davantage les travailleurs, travailleuses de l'industrie de la construction. Présentement, là, en termes de, si on s'attarde là, davantage au développement durable, nos formations sont vraiment plus générales. On a quelques formations là, en lien avec le développement durable pour certains métiers, je pense aux couvreurs, aux charpentiers menuisiers, mais ce n'est pas une offre encore là, qui est uniforme pour tous les métiers. Donc, c'est vraiment le souhait qu'on a aussi par l'élaboration de cette grille-là, de s'assurer qu'on va, oui, répondre aux critères de développement durable et d'économie circulaire, mais aussi pouvoir répondre aux besoins de tous les métiers là, dans leur quotidien puis dans la réalité des chantiers. Là. Donc, je vous invite à aller voir l'offre Fiers et compétents présentement, mais c'est sûr qu'en termes d'économie circulaire et de développement durable, ça reste encore au niveau vraiment général, une certaine formation de base, là, si je peux dire, sur les grandes notions. Là. On souhaite aller un petit peu plus précisément en lien direct avec les métiers là, dans les compétences précises. Oui, si je peux ajouter de mon côté, nous maintenant, on a une offre, là, un 16 heures de formation en construction durable. Donc, c'est un forfait qu'on a développé puis qu'on a mis en ligne là, en avril dernier. Donc, c'est possible d'aller chercher un 16 heures de formation là, FCO qu'on appelle avec ce forfait-là. Donc, et puis, il y a une période qui se termine là, justement au mois de mars prochain là, pour la FCO. Donc, c'est un bon moment, puis un forfait qui permet d'accomplir toutes les heures. Puis pour la suite, je vous dirais que de façon assez régulière, avec la formation, il y a des mises à jour de différentes formations dans lesquelles on va intégrer une section développement durable, gestion des matières résiduelles et économie circulaire. Là. Donc, ça se fait assez. Il y en a beaucoup. Merci. Félix, si tu peux rajouter le lien aussi pour la formation. Une autre question, savez-vous si les donneurs d'ordre ont déjà commencé à imposer ce type de clause dans les devis d'appel d'offres pour Recyc Québec pour lui? Oui. Donc, il y a, à notre connaissance, là, c'est maintenant plus au niveau des institutions là, comme Hydro-Québec ou la SQI. Il y a beaucoup de réflexion qui se fait à ce niveau-là. Par contre, on n'a pas d'exemple, je dirais, concret là, que c'est rendu je dirais, au niveau d'entreprise de construction, peut-être comme au niveau là, des membres de l'APCHQ. Mais je pense que c'est ça. On est comme à une étape où il y aura un peu de l'expérimentation à plus haut niveau et ensuite de ça, lorsque les résultats seront connus, diffusés, ben peut-être que ça sera repris plus par, je dirais, la base. C'est sûr que n'importe quel entrepreneur
peut décider de son propre chef de mettre en place là, ces clauses-là dans un appel d'offres, mais il faut être proactif, là, donc on n'est peut-être pas encore rendu là, mais tranquillement, pas vite, on y arrive, je dirais. Parfait. Merci, Luc. J'ai peut-être une dernière question. J'aimerais, Chada, est-ce que c'est Vas-y, possible? Savannah. J'ai levé la main, mais je ne sais pas si tu la vois. J'aimerais ça pouvoir amener un complément d'information, peut-être plus pour les municipalités, parce que je pense que vous avez peut-être parmi vos membres là, des municipalités, puis des entreprises qui vont répondre finalement aux appels d'offres des municipalités. Il y a une nouveauté là, du côté du ministère de l'Habitation, du MAMACH. Donc, il y a le fameux PRACIM. Je vais vous mettre le lien là, dans la conversation. C'est un programme pour financer les infrastructures municipales. Donc, c'est quand même un très gros programme, là. Je ne me rappelle plus exactement combien de millions, mais on parle de centaines de millions de dollars. Puis une nouveauté cette année, c'est qu'ils ont intégré des principes d'économie circulaire là, comme un critère. Donc, il y a il y a un choix là, de mesures en économie circulaire que les demandeurs doivent intégrer dans leur projet. Je vais vous les nommer, là, ça peut être de justement diriger les résidus de construction, rénovation, démolition vers un centre de tri, un éco-centre ou une ressourcerie. Puis d'intégrer au moins, ça c'est une des mesures. Une autre mesure, c'est d'intégrer au moins 5 matériaux ou équipements fixes issus de la récupération ou d'un reconditionnement. Donc, on est dans le réemploi. Une troisième mesure, c'est d'employer au moins un matériau à contenu recyclé dans la construction. Une autre mesure, c'est de requalifier un terrain déclaré contaminé à la suite d'une étude de caractérisation des sols. Puis la dernière mesure, c'est de construire au lieu de démolir. Donc, utiliser l'existant. Puis, ils sont ouverts, le MAMACH sont ouverts à d'autres bonnes pratiques d'économie circulaire. Donc, ils vont évaluer là, si la pratique correspond au niveau de rigueur et de qualité là, souhaité. Mais c'est quand même je pense, une bonne nouvelle là, que le PRACIM intègre là, des critères d'économie circulaire comme ça dans ses subventions parce que ça va donner de l'appel d'offres là, justement à tester, à expérimenter là, des projets en économie circulaire auprès des municipalités. Donc, pour toutes les entreprises qui sont prêtes à répondre à ces appels d'offres-là quand ils vont survenir, ben, vous allez avoir une petite longueur d'avance. Merci Sabrina pour cette clarification. Je mets le lien. J'ai une autre question dans le clavardage. Est-ce que les programmes en place prévoient certains incitatifs particuliers pour les propriétaires et gestionnaires immobiliers pour éviter le remplacement complet de fenêtres? C'est une question d'une personne ayant une entreprise qui fait la réparation de fenêtres. Je pense que vous faites référence au programme. Je ne sais pas si c'est le programme Recyc Québec, si vous pouvez juste préciser. Merci. En attendant, j'ai une autre question. Est-ce que ça veut dire que tous les nouveaux travailleurs arriveront maintenant sur les chantiers avec des connaissances en développement durable et en économie circulaire? Question pour Lisanne. Oui. Donc, en fait, il y a plusieurs voies d'accès là, sur les chantiers, on pourrait en parler pendant des heures, mais si on parle de la formation initiale, donc les DEP qui donnent accès à l'industrie de la construction, présentement, premièrement, ce n'est pas la CCQ là, qui élaborons les programmes. Par contre, nos instances, le CFPIC, entre autres, a une voix, donc avec le ministère de l'Éducation du Québec et a à s'asseoir avec eux lorsqu'il y a élaboration ou actualisation des programmes d'études pour discuter des compétences. Est-ce que c'est encore au niveau? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le métier pour s'assurer finalement que ça répond au marché du travail?
si c'est le souhait de l'industrie, bien entendu, des notions de développement durable peuvent être discutées dans ces instances-là et proposées là, lors de l'élaboration des programmes d'études. Mais c'est une responsabilité commune et il y a un rôle à jouer aussi là, gouvernemental là, pour s'assurer que ces notions-là pourraient être intégrées là, à la formation initiale. Donc, pour ce qui est là, des programmes d'études, c'est vraiment encore, c'est vraiment dans les discussions puis dans la volonté de l'industrie, c'est le souhait d'amener ces sujets-là puis de s'assurer là, que ça puisse être discuté là, avec le ministère de l'Éducation. Merci, Isan. Je pense que ce sera tout. Pour les personnes qui ont posé d'autres questions dans le clavardage, si vous voulez juste nous préciser, mais sinon vous pouvez nous contacter à la suite de ce webinaire aussi, ou en réponse au courriel de suivi de demain. Donc, sur ce, je vous remercie Isan Brunet, Sabrina Cholette et Luc Morneau. Je remercie aussi toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, comme j'ai mentionné, vous allez recevoir un courriel de suivi demain avec une copie de la présentation, ainsi que les liens qui ont été mentionnés dans le clavardage. Nous vous rappelons aussi que ce webinaire est à titre informatif seulement, donc ce n'est pas une formation accréditée. Et je vous souhaite sur ce un très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.